En fait, on parle de sous-développement, du retard de l'Afrique, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire que une mesure se juge à l'arrivée? C'est-à-dire qu'on a imposé un seul modèle de démocratie à une quarantaine de pays et on s'étonne que ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'est pas temps, au niveau de la Banque mondiale, du FMI, de tous ceux qui tiennent l'Afrique en perfusion, d'arrêter déjà de l'aider et d'arrêter de lui dire ce qu'il a à faire? Donc ça, c'est ma première question. Écoutez, c'est assez simple. On a un PIB du continent à taux de change courant qui doit être de quelque chose comme 200 milliards de dollars, quelque chose comme ça. On reçoit quelque chose comme 5% du PIB en aide publique au développement et on reçoit en investissement direct étranger également quelque chose comme 5% du PIB du continent. Ce sont des facteurs de croissance. Je ne crois pas un instant, mais c'est un débat qui vaudra une autre soirée, qu'il faille arrêter l'aide. Arrêter l'aide, ça veut dire arrêter 60 milliards à la porte et on a besoin de ces flux. Arrêter l'aide, c'est-à-dire arrêter 6% du PIB, c'est une bonne idée, c'est une idée romantique, c'est tout à fait vendre des livres, mais franchement, quel est le pays qui arrêterait 6% du PIB, du flux d'investissement, enfin de concours financiers à ses portes et qui penserait qu'il va faire de la croissance? Moi, je crois qu'on a besoin. Mais le chiffre qui est important, ce n'est pas celui-là. Le chiffre qui est important, c'est que la diaspora apporte aujourd'hui autant que l'investissement direct étranger et autant que les flux d'aide. Donc, la diaspora, elle est mobilisée. D'ailleurs, dans beaucoup de pays relativement organisés avec les gouvernements, mais elle est plus organisée de façon associative et elle est mobilisée. Et les élites africaines à l'extérieur sont aujourd'hui un contributeur fondamental à la croissance. Vous ne pouvez pas expliquer les 12 dernières années de croissance si vous enlevez la diaspora. Pas plus que vous ne pouvez expliquer le décollage de la Chine si vous enlevez la diaspora chinoise. Et même chose dans les pays d'Europe centrale et orientale. Donc elle se mobilise beaucoup depuis la base, beaucoup sur des bases individuelles, beaucoup pour des raisons fondamentales de solidarité, pour des raisons culturelles fondamentales. C'est plus associatif qu'étatique, c'est fondamental, c'est très actif. Donc moi, je ne suis pas sûr que les élites africaines, notamment les élites africaines expatriées, d'ailleurs, il faut le dire vite, les élites, parce que c'est tous les Africains expatriés, même eux-mêmes très modestes dans le pays d'accueil, qui se mobilisent pour contribuer au développement dans leur pays. De la consommation, de l'habitat, de beaucoup de choses, des télécoms, enfin énormément, et évidemment de toute la couverture de tous les accidents de la vie, etc. Donc, c'est une élite au sens le plus large. Moi, je ne trouve pas qu'elle s'est déméritée, pour être sincère. Il y a quelques vraies démocraties en Afrique. Effectivement, le Bénin en fait partie, je crois que le Sénégal aussi. Jusqu'à tout récemment, le Mali, c'était le cas. Le Ghana, tout à fait. Mais je dirais que ça reste quand même encore l'exception et qu'on a dans beaucoup de cas, je dirais presque la majorité des cas d'institutions dites démocratiques, on a des démocraties qui sont artificielles, qui sont un peu plaquées sur des réalités beaucoup plus complexes, beaucoup plus compliquées. Et on a des pouvoirs qui, je dirais, se sont accommodés des habits de la démocratie pour se maintenir en place. Ça, c'était vrai, je veux dire, avec les modifications constitutionnelles permettant au chef d'État de se représenter indéfiniment. Ça passe par les achats de voix, ça passe par les trucages électoraux les plus éventés. Enfin, je veux dire, tout a été inventé. Sur ce plan-là, il y a un excellent bouquin de Paul Collier, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui enseigne à Sciences Po, qui s'appelle War, Guns and Votes, dans lequel il explique que toutes ces manipulations, toutes ces mécaniques qui permettent, si vous voulez, dans un contexte apparemment démocratique, à des pouvoirs illégitimes de se maintenir. Donc il faut être très très méfiant sur ce plan-là. Alors, à cet égard, je dirais que les modèles démocratiques qu'on a un peu imposés, ou qui ont été importés en Afrique, qui sont très copiés sur les modèles britanniques, français, américains, etc., ne sont pas nécessairement adaptés à des sociétés pluriethniques.
qui ont donné lieu à des déviations dans lesquelles on a des phénomènes d'exclusion, à la fois du pouvoir politique et du pouvoir économique de certains groupes. Et donc je crois qu'il serait grand temps, je dirais, aux chercheurs, aux politologues africains de réfléchir très sérieusement sur des modèles démocratiques alternatifs qui permettent de mettre en place des contre-pouvoirs, de réserver le droit de la minorité, etc. Je rappelle que la Constitution suisse, sur ce plan-là, est un modèle du genre. Elle a été inventée pour essayer de sortir des conflits perpétuels qui affectaient cette zone-là. Donc il y a tout un domaine de réflexion sur des modèles démocratiques qui permettraient de mieux répondre aux contraintes de sociétés pluriethniques, sur lesquelles je pense qu'il y a un très gros travail. Donc c'est un petit peu le message que je voudrais faire. Je voulais dire juste rapidement pour la diaspora qu'au Mali, l'aide publique au développement est inférieure à cette encore la diaspora. Je parle du ce produit aujourd'hui, je pense qu'au Bénin, au Sénégal, dans la plupart de ces pays. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au Mali, on avait remarqué ces derniers temps, jusqu'au coup d'État, un retour massif des jeunes dans la diaspora. Ça veut dire donc qu'ils y croyaient, ils voulaient apporter quelque chose. Et je crois que c'est un élément qui est très positif. Il faut compter là-dessus. Maintenant, à chaque gouvernement, à chaque entité, d'essayer de mettre en place un système d'accueil. Quand j'étais à Lyon, j'ai ouvert un programme pour les jeunes de tous les pays. Je prenais un niveau master et bilingue. La plupart venaient bien sûr de l'extérieur et j'ai pu les faire entrer. Évidemment, je les paye mieux qu'avant. Et je crois qu'il faut trouver un système aussi pour les amener. Il ne s'agit pas de les amener pour continuer aussi à tourner, à rester dans les rues. Je crois qu'il y a quelque chose à faire, il y a du travail à faire, il y a vraiment la place pour les jeunes de sport. Maintenant, concernant l'artisanat, personne n'a répondu à ça. Ça reste dans le domaine de ce qu'on appelle un peu l'informel. Le grand problème de l'informel, c'est que les statistiques sont très mauvaises. C'est pour ça que je disais une fois à quelqu'un que si on regardait les statistiques, normalement on est déjà tous morts. Parce que, en fait, quand on voit le niveau du PIB, quand on rapporte ça à tête, et qu'on voit qu'on est pratiquement en dessous $1 tous, et ceci pendant 10, 20, 30 ans, normalement on est mort. Et pourtant on est là. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de la richesse qui n'est pas comptabilisée ou qu'on ne sait pas. Et quand on parle des problèmes d'emploi, le secteur informel emploie énormément de gens, mais ce n'est pas dans les statistiques normales. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même un décalage. Est-ce qu'il faut amener, le frère groupe ce débat sans connaître la réponse, est-ce qu'il faut amener tout le secteur informel à être formel, ou est-ce que vraiment il ne faut pas revoir nos économies d'une autre façon, d'analyser autrement, essayer de la comprendre autrement? Parce que la faiblesse des statistiques chez nous est quelque chose de nucléaire. Et je crois que ça pose un problème de l'approche même du secteur informel, et l'artisanat fait un peu partie de ça. Il y a eu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait aux États-Unis une fois, ils ont appelé tout le monde, et les Maliens sont partis. Ils savent faire ceci pour les artisanales, mais vu le marché mondial, on vous dit, bon, on en veut 10 000. Ça ne va pas faire 10 000. Ça va faire 3, ça va faire 4, et ça va faire 10. Donc il y a un problème de mécanisation aussi de cet artisanat, de sortir justement du traditionnel du réalisme. On dit on vous paye, on dit cash, on dit non, on a une carte de crédit, non, c'est pas ce que c'est pas ça marché. Donc vous voyez, tout de suite, vous avez des choses qui se ferment. Donc là, il faut que les États fassent quelque chose, qu'on ait un lien entre l'artisanat et l'industrie. L'aide, je suis d'accord, il n'est pas question d'arrêter l'aide. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé dans le Mali, au temps du régime socialiste. On dit, bon, cette partie, puisqu'ils ne produisent pas assez, mais on ne va plus leur envoyer du grain, comme ça on va les obliger à faire ça. Mais bien sûr, c'est des zones désertiques, c'est des zones où il n'y a pas la mécanisation, c'est des zones qui sont défavorisées, on n'y arrive pas. Là, c'est un peu la même chose. On va les couper net, comme ça ils vont être obligés de se battre. Quoi que vu comme ça, c'est complètement anti-ville, c'est pas une chose. Les problèmes de démocratie. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés comme la France, qui de 1789 à aujourd'hui, vraiment, nous juge, nous, sur les 50 ans. Moi, ce que j'aimerais bien faire un jour, si je pouvais, c'est de dire, en 1789, il y a eu la révolution en France. 50 ans après, c'était quoi, 1839, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans cette période-là,
ont pu faire la démocratie telle que nous, on souhaite qu'on la fasse aujourd'hui. Ce serait intéressant de savoir qu'en France, on venait même de tourner à la royauté. On s'est entretués, on a fait ça, on a fait combien de guerres, etc. C'est très intéressant de voir que nous allons, comme l'a dit Zinchon, à un rythme beaucoup plus rapide, beaucoup plus effréné que les autres pays. Regardez dans cette classe le nombre d'Africains qu'il y a à Sciences Po, qui sont dans les grandes écoles. Moi, quand j'étais là, il n'y avait pas autant, pourtant je suis parti il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais en 84. Et ma classe au lycée, on était 70. Dans tout ce qui faisait matériel à l'époque, on était 20 à venir en France pour les adultes. Aujourd'hui, on ne peut plus compter. Ça veut dire qu'il y a une richesse intellectuelle qui existe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des potentialités aujourd'hui, comme il n'y en a jamais eu. Maintenant, il faut pouvoir mettre toutes ces intelligences ensemble, en utilisant les nouvelles technologies, en utilisant le savoir mondial, comme je l'ai dit aujourd'hui, pour booster l'Afrique vers l'avant. Ma deuxième question à M. le ministre. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faudrait que les acteurs se fassent confiance. Surtout dans le cas du Mali, le privé pense que le public est corrompu, le public pense que... Moi, j'ai connu le Mali dans des meilleurs états. Sous le président Alpha Konaré, le Mali fricotait avec une croissance à 2 chiffres. Donc c'était bien, on en est loin. Aujourd'hui, le plan que vous avez pour le Mali, est-ce que c'est pas tombé à l'eau avec ce qu'on a eu, avec une croissance négative à -2 ou -3? Est-ce que ce que vous dites n'est pas un rêve? Le programme, c'est vrai, le Mali aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un taux de croissance négatif, 3%. Donc je vous remercie, puisque à l'époque de Alpha Marx, le ministre des Finances, effectivement, on avait des taux de croissance importants. En 1997, j'ai même déclaré à tous les valeurs du monde que j'ai plus besoin d'être budgétaire. Il y en a qui m'ont pris de côté pour me dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas envoyer ce programme humanitaire s'il n'y a pas d'aide budgétaire, si votre truc est créditeur. Non, il faut absolument que vous me créez un petit déficit parce que je ne peux pas les dépenser. Bon, ça, c'est un peu. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis qu'on peut s'en sortir? J'étais longtemps à Lyon et pendant toute la guerre, pendant toute la crise. En Côte d'Ivoire, on avait des taux de croissance négatifs. Aujourd'hui, c'est 8%. 2012, 8% prévu en 2013. Ça veut dire donc, une fois que les conditions minimales reviennent, on peut repartir. Donc, une fois qu'on sort de cette difficulté au nord du Mali et qu'on a un gouvernement démocratique, vraiment des choses dans le gouvernement, il y a des potentiels pour rebondir et je crois que c'est possible de rebondir. Et pour terminer, quel est votre état de santé vu ce que vous avez subi? Mon état de santé, je vais nettement mieux. J'ai encore un petit corset, mais c'est tout.